Nous sommes le lundi 13 juillet 2020. Il sonne 11h ici à Lomé, la même heure qui sonne au studio de Radio Courtoisie à Dapaon ou encore au studio de Radio Sama FM à Niamtougou. Également 11h au studio de Radio Daoula Bassa, la même heure 11h au studio de Central FM à Sokoré, tout comme Radio Lumière à Adenho. Nous sommes heureux de vous avoir dans notre émission quotidienne, le Club de la Presse. Nous n'oublions pas ceux de la diaspora et tous ceux qui nous écoutent sur les 5 continents grâce aux radios numériques et également l'application Canal FM. Nous sommes heureux de nous retrouver à l'entame de cette nouvelle semaine que nous nous souhaitons tous bonne, fructueuse. Eh bien, la technique, nous sommes accompagnés par Don Piero Gado Suleiman avec Géraud Dakoucha. Autour de la table, des confrères et un invité. Mais avant de les découvrir, un petit mot sur le menu du Club de la Presse. Nous allons partager avec vous un nouvel élément consécutif à la mort du colonel Madjoulba. Nous allons également revenir sur les suites des convocations qui avaient été adressées aux responsables de la dynamique Podro qui devraient comparaître certains lundi, d'autres au cours de cette semaine. Nous allons revenir là-dessus. Et si nous avons le temps également, l'affaire des vidéos compromettantes et indécentes que certains de nos enfants, des élèves, ont tourné dans leur établissement. Et naturellement, le plat de résistance, c'est la riposte dans notre pays à la Covid-19. Et pour tous ces sujets-là, nous avons autour de nous, commençons par notre invité, c'est le professeur Adjo Komi Séraphin. Bonjour professeur. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Le micro va venir très bientôt. Eh bien, le professeur Komi Séraphin Adjo, il est pneumologue, il est chef service pneumologie au centre hospitalier Sylvanus Olympio. Il viendra nous parler de la façon dont son service contribue ou bien participe à la riposte à la Covid-19. Et naturellement, autour de la table, les confrères Jacques Jacouti, qui n'est plus à présenter. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Merci. En face de Jacques Jacouti, c'est Aliro Morou Chakala de Courrier de la République. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour à toutes et à tous. Merci. À sa gauche, le digne fils de Palgou qui nous vient tout droit de la préfecture de la Bina, Uriel Enyang de Mega Info. Bonjour. Bonjour Innocent, bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices de Canal FM. Et tout à côté ici, à côté de moi, c'est le digne fils de Pouvé Goli, Didier Assoba de Togo Breaking News. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci, c'est parti. Juste la pensée du jour. Aujourd'hui, c'est Nelson Mandela qui nous instruit. Le grand Mandiba qui a écrit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Le plus jeune de la classe, Didier Assoba, c'est ce que vous laisse votre patriarche Nelson Mandela. Et c'est tout à fait vrai. Quand vous êtes dans une situation et qu'il arrive que vous ne gagnez pas, l'échec en réalité n'est qu'une leçon qui vous permet donc de mieux réussir la prochaine fois. Et donc, quand on ne gagne pas, on ne peut qu'apprendre de ces démarches, de ces procédés, des méthodes qu'on a eu à utiliser qui n'ont pas permis de gagner. Et donc, les prochaines fois, on réajuste ces méthodes, on réajuste
ces systèmes, et je pense que en les réajustant, c'est l'apprentissage, c'est la leçon qu'on tire, et les prochaines fois, on pourra mettre en application la leçon tirée des échecs, donc de l'apprentissage qu'on a eu de l'échec, et les prochaines fois, on pourra gagner, comme l'a dit notre patriarche. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, c'est ce que nous enseigne Nelson Mandela. À Tchakala, nous nous transportons chez vos parents à Sokodé, dans la commune Tchaoudjo 1. Il y a quelques jours, nous déplorions la mort du maire de cette commune. Mais comme l'autre a dit, le roi est mort, vive le roi. La commune Tchaoudjo 1 vient d'avoir un nouveau maire. Il s'agit du sieur Ahini Mankana Korodou, qui est désormais le maire de la commune Tchaoudjo 1. Il a été élu ce week-end et il succède ainsi à son défunt prédécesseur, M. Ouro Bele Tchanile, qui est décédé le 11 juin dernier. Oui, ce siège ne saurait être vacant pendant longtemps. On aurait voulu que ce soit sous de très belles couleurs que cette cérémonie se passe, mais entre-temps, il y a le deuil qui est passé par là. Nous continuons toujours par pleurer ce grand homme, ce grand ingénieur qu'est Ouro Bele Tchanile, mais la commune Tchaoudjo 1 a besoin du sang neuf pour faire ce que Ouro Bele a laissé en si bon chemin. Donc, on a senti qu'il faut nommer quelqu'un et cela a été fait. Pas nommer. Élire quelqu'un. Non, les termes ont leur importance. Non, en fait, c'est que il est déjà conseiller municipal. Donc maintenant, ce sont ses pairs qui l'ont porté là. Donc j'estime que le jeu était déjà fait. Il était adjoint, maintenant il est porté à la tête de la commune Tchaoudjo 1. Que tous nos voeux de bonne chance l'accompagnent et que toutes les ambitions placées en leur liste là, la population puisse trouver des suites heureuses par rapport au travail qu'ils auront à abattre. Donc, bonne chance au nouveau maire et que il donne le meilleur de lui et que les populations se retrouvent dans ce qu'il aura à faire. Bonne chance au nouveau maire Ahini Mankana Korodou qui a 5 ans pour marquer sa commune. Il a pour adjoint Monsieur Bouéi Ourobangna comme premier adjoint, plutôt Agrégna Yerima, premier adjoint, Bouéi Ourobangna, deuxième adjoint, et le troisième adjoint, et puis le troisième adjoint est monsieur Souleymane Tchedre. Voilà le nouvel exécutif de la commune Tchaoudjo 1. Et puis nous descendons ici à Lomé avec la commune Golfe 5 à Flao Gakli. Vous vous rappelez, Didier Assogba, il y a quelques semaines, c'était 6 conseillers qui avaient écrit à leur maire pour se plaindre de certaines difficultés, dont la commune Golfe 5 qui tardait à organiser sa session trimestrielle. Eh bien, nous apprenons que depuis vendredi dernier, les 21 conseillers municipaux de Golfe 5 sont en session pour 3 semaines. Oui, comme nous avons eu à le titrer, après la bruit, donc Aboka et les autres élus se mettent ensemble pour le développement de cette commune-là. Vous savez, le maire Aboka n'est plus à présenter. On l'a connu président de la délégation spéciale de 2 préfectures d'ailleurs qu'il cumulait. Et après, on pensait que en tant qu'ancien, un ancien maire, on va dire, entre griffes, il maîtrise les tests, il pourra bien assurer sa mission à la tête de Golfe 5, mais il a fallu que ses autres collègues le réveillent sur la nécessité de respecter les tests qui régissent cette commune-là. Et finalement, heureusement, on va dire, il a écouté les sons discordants, il a convoqué cette session-là, et depuis vendredi, cette session a été ouverte pour 3 semaines. La session a été ouverte par le préfet du Golfe, qui a d'ailleurs saisi l'occasion pour rappeler et aux maires et aux autres élus que quand ils se divisent,
l'ennemi s'infiltrera, comme un grand homme a eu à le dire ici. Et donc, le maire avocat a intérêt à travailler en collaboration avec ses collègues, mais aussi surtout en respectant les tests. Déjà que les autres lui reprochent une mauvaise gestion d'un certain nombre de fonds, et la crise sanitaire dans la commune, on lui reproche beaucoup de choses. Maintenant, c'est à lui de saisir l'occasion de ce nouveau rassemblement-là pour que les autres années à la tête de cette commune soient des années fructueuses et des années aussi calmes, on va dire. Et espérons que les conseillers auront le courage et le franc-parler pour déballer de tous leurs problèmes au cours des 3 semaines de session qui s'ouvrent à eux. L'occasion pour nous de saluer le maire de la commune Golfe 4, Jean-Pierre Fabre, qui nous accueille ici au studio. Également les maires des préfectures de la Bina et naturellement de Tône chez notre ami Jacques Djakouti. D'abord même où nous allons, Jacques Djakouti, vous savez que depuis le 1er avril, sinon même depuis le 16 mars, le Togo est en état d'urgence sanitaire et entre autres mesures, des restrictions sont portées à certains événements, dont les funérailles entre autres. Or, nous apprenons de sources recoupées et vérifiées que le week-end dernier a été très chaud à Dapon, dans le quartier Komboloaga. Il y avait des funérailles et le vendredi et le samedi, toute la nuit, ça a été beaucoup de musique, beaucoup de rassemblements, à se demander si Komboloaga et Dapon sont au Togo et sont concernés par la mesure, disons, l'état d'urgence. Et c'est pas fini. Revenons ici à Lomé. Samedi dernier, la Aplusia a organisé une rencontre pour débattre de la thématique de la lutte contre la corruption. Je n'étais pas à la rencontre, mais j'ai suivi le reportage sur la TVT à 20h. Et qu'est-ce que j'ai vu? Le président de la Aplusia, qui avait mis la bavette sur sa bouche, mais son nez était en l'air. Et également le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, le ministre Pissa Gwetomé, lui, il avait carrément descendu sa bavette sous le menton, et parlait à toute la salle. Et au moment des interviews, c'est le doyen de la faculté de droit de l'université de Lomé qui lui aussi a mis la bavette seulement sur la bouche, le nez était au vent. Alors nous avons retenu ça, et Jacques, c'est pour dire que nous devons non seulement continuer la sensibilisation sur le port du masque qui est obligatoire tel que le Togo l'a décrété, mais également enseigner à nous tous la pédagogie de porter ces masques-là. Je suis d'accord avec vous, Sass. Depuis un certain temps, il faut reconnaître que le niveau a un peu baissé au niveau de vigilance. Le niveau de vigilance a un peu baissé au niveau de la sensibilisation. Mais il faut reconnaître également que par rapport aux responsables dont vous venez d'évoquer tout à l'heure, il est important de souligner une chose. Vous savez, des fois, les gens se disent que quand ils sont par exemple en public et quand ils sont assis devant les micros, ils n'ont plus besoin de mettre les bavettes. À plusieurs reprises, on a vu des responsables, on en avait parlé ici au niveau de l'université de Lomé, et dans d'autres cérémonies également. Il y a certains carrément qui l'oublient de mettre effectivement les bavettes. Certains vous diront, moi j'ai eu à rencontrer une autorité, on échangeait, et j'ai vu qu'il n'avait pas, effectivement, comme vous l'avez dit, sa bavette était descendue vers le menton. Je lui ai posé la question, pourquoi il me dit effectivement qu'il a des problèmes de respiration. Quand il met ces bavettes-là, des fois quand il enlève, il ne fait qu'éternuer pendant au moins 10 minutes. Et quand il éternue comme ça, devant souvent ces sujets, c'est en peur qu'il a été atteint de coronavirus. Vous voyez, donc, il y a certains également qui ne supportent pas. Ils ne supportent pas ces bavettes, mais il faut reconnaître que, comme c'est une instruction qui a été donnée, il est important que les premiers responsables puissent donner l'exemple. Donner l'exemple aux concitoyens, parce que quand les concitoyens voient un premier responsable qui ne porte pas des bavettes, et vous le forcez à le faire, ils vous diront non, que moi j'ai suivi un reporter à la TVT, j'ai vu un ministre, j'ai vu un directeur qui n'a pas porté de bavette. Et cela ne peut pas aider
nos populations effectivement à cette sensibilisation-là. Donc, quelque part aussi, il faut reconnaître que il y a des sujets, quand ils portent ces bavettes-là en longueur de journée, ils ont quand même des problèmes. Enfin, il faut le reconnaître. Parce que certains, quand vous les prenez, ils ont des problèmes de santé, problèmes de santé, de respiration. C'est vraiment un seul problème. Moi-même qui suis ici, quand je porte vraiment cette bavette-là toute une journée, c'est Dieu seul qui sait comment j'arrive à m'en sortir. Mais l'essentiel est qu'il faut qu'on puisse le porter pour montrer l'exemple aux populations, montrer l'exemple à nos enfants, qu'il est important. Lorsque nous sortons de nos maisons, c'est une mesure qui a été prise par le gouvernement. C'est pour notre bien au fait. Ce n'est pas pour orner nos bouches ou bien nos nez, mais c'est pour une circonstance donnée. Merci. Les enseignants aiment parler de la pédagogie de l'exemple. Et tout ce qui passe sur les médias officiels, notamment la TVT, c'est comme si c'est le message officiel de la République du Togo. Alors que des responsables contreviennent aux dispositions que le gouvernement a prises, ça pose un problème, d'autant plus que le confrère Symphonie, paru aujourd'hui, rappelle l'ordonnance numéro 2020-004 du 3 juillet dernier, par laquelle le Premier ministre annonçait des mesures concernant justement les déplacements et les transports, les activités pédagogiques et académiques d'enseignement, les réunions, les rassemblements et les activités. Et cette ordonnance annonce que les contrevenants à ces mesures peuvent encourir des sanctions jusqu'à des peines d'emprisonnement. Alors, est-ce qu'on devrait porter plainte contre une autorité qui s'affiche sur les TVT et qui ne porte pas la bavette? La question reste posée. Maintenant, nous venons à notre invité, professeur Adjor. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Eh bien, depuis que la pandémie est arrivée et qu'on nous organisons la riposte, vous, le corps médical, vous occupez du volet sanitaire, mais nous, les médias, et entre autres, on nous demande de faire la sensibilisation sur les mesures barrières. Nous le faisons, mais nous avons l'impression que beaucoup ne nous écoutent pas ou ne s'y conforment pas. Vous venez d'entendre quelques informations, professeur. Oui, effectivement, c'est la triste réalité. Et c'est aussi dans la nature humaine. Nous ne sommes pas habitués à certains gestes et faits qui sont de nouvelles dispositions qui s'imposent à nous depuis le début de cette pandémie. Et donc, il va falloir un peu plus je dirais un peu plus d'application, un peu plus de sensibilisation, un peu plus de pédagogie pour que chacun y arrive. Il faut souligner quand même que le port de masque en particulier constitue quand même un certain niveau d'inconfort pour tout le monde, pas seulement les malades ou les malades de l'appareil respiratoire. Tout le monde, quand vous portez un masque, les masques filtrent l'air que vous respirez et donc vous avez des difficultés, vous avez un certain niveau d'inconfort dans la respiration. Mais je crois qu'on doit faire l'effort de nous appliquer, de nous discipliner, sauf si on a de vrais problèmes respiratoires. On peut se dire, on peut s'autoriser certains comportements comme cela a été souligné, mais si c'est juste l'inconfort habituel que les gens signalent, je crois qu'il faut qu'on fasse beaucoup attention, il faut qu'on fasse plus d'efforts pour respecter ces mesures barrières. En définitive, dans certaines situations, il ne nous reste que le masque. Parce que comme on se retrouve là, il est difficile d'observer strictement la distanciation physique. Et donc, tout ce qui nous reste, c'est le masque. Et donc, c'est très important qu'on puisse le garder. De surcroît qu'on ne connaît pas tout sur le virus. Jusque-là, on disait, oui, ça ne se transmet pas par l'air. Mais de plus en plus, on se dit, tiens, on se serait trompé. Et donc, le fait d'envoyer le virus dans l'air, ça peut rester longtemps dans l'air. Ça peut infecter après. Et donc, il faut qu'ensemble, on essaie de respecter ces mesures-là. Il en va de notre intérêt. Merci. C'est vrai que ça nous cause quelques inconforts, mais faisons l'effort, d'autant plus qu'il y a de nouveaux convertis
au masque. Il y a le président du Brésil, Jair Bolsonaro, qui se moquait du virus, mais qui porte maintenant la bavette. Et son grand frère et collègue Donald Trump, qu'on a vu le week-end dernier également, porter la bavette. Ça veut dire que c'est une mesure qui s'impose à nous le temps que nous arrivions à bout de cette funeste Covid-19. Mais professeur, vous êtes professeur en pneumologie, vous êtes le chef service pneumologie au CHU, c'est loin chez Olympio. Commençons par votre spécialité, qu'est-ce que c'est? La pneumologie, c'est le domaine de la médecine qui étudie, qui traite toutes les affections qui ont trait à l'appareil respiratoire, surtout la partie basse de l'appareil respiratoire. Quand on parle d'appareil respiratoire, on lui distingue deux parties. La partie supérieure qui va du nez jusqu'un peu dans la gorge, qui relève des otorhinolaryngologistes. Et puis, il y a la partie inférieure qui va jusqu'au poumon, qui relève de la pneumologie. Donc, c'est un domaine qui étudie toutes les maladies touchant cette partie de l'appareil respiratoire. Surtout, nous apprenons que le virus, quand ce virus-là vous attaque les poumons, là, c'est vraiment grave. Oui, le SARS-CoV-2, c'est un virus qui touche avec prédilection les poumons. Et quand il s'attaque aux poumons, il entraîne des destructions parfois qui compromettent dangereusement les échanges gazeux, l'apport d'oxygène à l'organisme. Et c'est ce qui constitue l'un des risques majeurs dans cette maladie. Et l'appareil respiratoire dans son ensemble est à surveiller avec beaucoup de sérieux dans cette période de pandémie. Absolument, absolument. Il faut faire attention à son souffle. Quand on n'est pas malade, et surtout quand on est malade, il faut faire attention. Eh bien, quel est le suivi que votre service, vous-même, vous faites sur les affections relevant de la pneumologie en cette période de pandémie, notamment ceux qui sont malades, qui sont au CHR un peu partout? Quel est le suivi que vous faites de ces malades-là? Alors, si nous prenons d'abord des malades de Covid-19, si c'est de cela qu'il s'agit, une attention particulière, quel que soit le niveau de gravité de la maladie, quels que soient les symptômes qui amènent le malade à l'hôpital, une attention particulière est portée à l'appareil respiratoire. De telle sorte que c'est l'indicateur le plus important de gravité de la maladie. Et on fait tout, on essaie d'anticiper, de prévenir, de donner des médicaments qui font que les complications sur cet appareil-là ne surviennent pas. Maintenant, par rapport à ceux qui n'ont pas Covid-19, mais qui ont de maladies respiratoires chroniques, vous savez, quand vous êtes asthmatique et vous faites une infection respiratoire, cela aggrave votre asthme. Quand vous avez d'autres maladies bronchopulmonaires, comme ce que nous appelons la BPCO, vous faites Covid-19, ça devient un peu plus dramatique. Nos conseils pour nos malades, c'est de faire très attention, d'être plus appliqués et plus disciplinés dans le respect des mesures en vigueur et d'être observants, de respecter le traitement qu'ils ont déjà et qu'ils sont en train de prendre et de revenir consulter le plus rapidement possible dès qu'il y a le moindre problème. Alors, professeur, est-ce que vous-même ou bien vos collègues, est-ce que vous avez accès au CHR Lomé commune ou bien les centres où sont pris en charge ceux qui souffrent de la COVID-19? Alors, moi, je suis coordonnateur, je suis le deuxième coordonnateur des soins au CHR Lomé commune. Donc, tous les jours, nous sommes avec les malades. Et donc, ça, c'est un élément. Et pour mieux gérer les malades, on s'est concerté avec le professeur Iou. Et donc, on a affecté 2 autres pneumologues qui appuient l'équipe médicale au niveau du CHR Lomé commune. Donc, 2 pneumologues qui sont dans l'équipe de soins et pour effectivement s'occuper de ces complications respiratoires si on venait à les avoir.
Au début, on a cafouillé un peu, mais l'État a rassuré que maintenant le CHR Lomé Commune est équipé, notamment les respirateurs. Mais en même temps, dans l'opinion sur les réseaux sociaux, il y a une certaine polémique qui circule sur ces respirateurs. Alors, rassurez-nous, professeur, est-ce que les respirateurs dans le Togo, ces dotés, sont vraiment adaptés à la riposte à la COVID-19? Oui, je comprends bien les inquiétudes des uns des autres. Nous-mêmes, au départ, on était inquiets. Et donc, ces inquiétudes ont été exprimées, heureusement, ont été entendues par les autorités. Et donc, actuellement, on a au CHR Lomé Commune des respirateurs. C'était quand il y a... Le vendredi passé, jeudi passé plutôt, on a eu une réunion avec la coordination de la riposte et l'équipe de gestion de tout ce qui est matériel de riposte contre Covid-19 dans le pays pour avoir une idée de tout ce dont dispose pour cette riposte-là. Et donc, je peux dire à l'issue des informations qu'on a reçues et de ceux dont on dispose actuellement au niveau du CHR Lomé Commune, en matière de respirateurs, on en a suffisamment. Mais il n'y a pas que des respirateurs. Ce qu'on peut déjà souligner, un gros effort a été déjà fait, en train d'être fait, mais on doit réaliser que la lutte va être plus longue que prévu. Et donc, c'est le lieu qu'on se reconditionne à aller plus loin, donc à mobiliser encore plus d'énergie et plus de ressources pour pouvoir disposer, pas seulement à Lomé, mais dans d'autres régions du Togo, de structures dignes pour prendre en charge les malades. Encore que on s'apprête à ouvrir nos frontières, à ouvrir notre aéroport, et donc indubitablement il y aura une augmentation substantielle de cas, quel que soit ce qu'on dise. Merci professeur. La presse relève assez souvent des manquements assez graves au CHU Sylvanus Olympio de Lomé qui serait le foyer de contamination. La semaine dernière, nous parlions encore du service des prématurés qui connaîtraient des contaminations. Alors, est-ce que vous avez pris la disposition pour préserver votre service de pneumologie contre d'éventuelles contaminations? Ce qu'il faut souligner d'emblée, c'est que la lutte contre Covid-19, c'est une lutte complexe et difficile. Moi, j'ai des confrères de l'autre côté. Il y a une étude, vous savez, en Italie, en Espagne, par exemple, près de la moitié des infirmiers travaillant dans les structures de soins ont été contaminés par Covid-19. Vous voyez? Et est-ce que c'est parce qu'ils sont négligents? Non. Alors, Covid-19, parfois, est complètement asymptomatique. Vous êtes là comme ça, vous n'avez rien du tout, mais vous avez Covid-19, vous êtes contagieux. Si vous arrivez dans une structure de soins et que vous êtes là pour voir un cardiologue et que vous avez Covid-19 silencieux, vous allez contaminer les gens, ceux qui sont là, vous risquez de les contaminer. Encore que lorsqu'on a affaire à un patient qui n'est pas confirmé, on ne se met pas dans les dispositions comme si c'était un patient confirmé. On porte tellement de masques, on a des mesures quand même, on est assez rigoureux, mais cela ne suffit pas à 100% pour se protéger. Alors, au CHU, un effort a été fait, mais rien, on ne peut pas être parfait. Un effort substantiel a été fait. Donc, à l'admission, quand vous arrivez aux urgences et vous voulez rentrer, vous êtes malade, on vous pose des questions claires. Si vous avez des symptômes en rapport avec Covid-19, on vous isole, on vous fait un test de dépistage avant que vous ne continuiez votre circuit. Ça, c'est le premier niveau. Mais vous conviendrez avec moi que si vous n'avez aucun symptôme en rapport avec Covid-19, vous risquez de passer entre les mailles des gens. Il arrive que ces malades se retrouvent en salle, et c'est en salle qu'on se rend compte que bon, quelque chose ne va pas.
Et donc, c'était le cas, par exemple, de ce qui s'est passé dans le service des prématurés. Et donc, c'est des situations déplorables, mais difficilement évitables. Pour le reste des mesures, les services ne fonctionnent pas en autarcie. On est dans un grand hôpital et donc les mesures, on les prend ensemble. Il existe une note de la direction qui limite le nombre d'accompagnants par malade. Les mesures de barrières sont mises en œuvre avec la mise à disposition des lave-mains partout, pas partout, dans les points, là, au niveau des points essentiels. Le masque, comme ça a été déjà recommandé, et tout le personnel soignant utilise de masques, du moins les masques anti-projection. Et on pratique la médecine aujourd'hui, on soigne les malades, on touche les malades en étant conscient de ce rite. Vous savez, les soignants ne sont pas des kamikazes. S'il y a des gens qui ont peur de Covid-19, c'est bien nous. Mais on connaît le risque, on sait au quotidien ce que ça peut donner et on a peur. On a peur. Donc, ne croyez jamais qu'on s'amuse à l'hôpital. Ça peut arriver, une erreur ou bien une baisse de vigilance en une seconde, en une minute peut conduire à des conséquences déplorables, mais ce n'est pas parce qu'on est négligent. Merci, professeur Kwame Séraphin Adjo, chef service pneumologie au CHU. Le Métocoin, il vient de nous dire, il est un peu l'adjoint du professeur Iou pour la prise en charge. Merci pour vos explications, mais nous vous prions de rester à nos côtés pour les commentaires, surtout à partir de 12h, quand nous allons ouvrir les antennes. Peut-être que les auditeurs ont quelque chose à vous dire personnellement, à moins que Uriel Aignan, qui trépigne ici déjà, de demander quelque chose au professeur. Oui, demander quelque chose parce que c'est une opportunité. Ce n'est pas tous les jours qu'on a ces gens-là à nos côtés. J'ai deux petites questions. Merci, professeur, pour toutes ces explications qui viennent renforcer davantage notre compréhension sur la chose. Je voulais savoir, à travers tout ce que vous venez d'expliquer, on sent réellement qu'il y a des difficultés que vous rencontrez. Mais vous n'avez pas, à chaque fois que j'écoute les professeurs qui passent, que ce soit sur Canal FM ou sur d'autres radios, on ne sent pas ouvertement les exigences que vous posez à l'endroit de l'autorité pour améliorer vos conditions de travail, surtout en ces temps précis. On ne les sent pas. La preuve, c'est que vous venez de finir de nous fournir tout ce qu'il faut, mais on ne le sent pas réellement. Ça, c'est la première préoccupation. Pourquoi? Ou bien vous êtes déjà satisfait de vos conditions. Je ne vous incite pas aux réclamations, mais si c'est bon, vous vous limitez là aussi. Ma deuxième préoccupation, vous voyez actuellement, que vous soyez porteur du virus ou pas, si vous avez un patient, c'est très compliqué. Quand vous vous retrouvez à l'hôpital, actuellement, c'est très très compliqué. Maintenant, on ne sait pas, est-ce que ce n'est pas mieux carrément de trouver une solution pour multiplier les centres de prise en charge des personnes infectées, parce que ce que nous sommes en train de dire, si vous vous renseignez bien au CHR ou Lomé commune, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Oui, professeur Adjo, oui, ok. Je vais enchaîner avec. Professeur, vous notez toutes ces questions, Jacques Diakouti. Je vais enchaîner avec une petite question. Nous savons que nous sommes en train de traverser une période où il fait froid les nuits, et bientôt on va encore enchaîner une autre pandémie, c'est la toux. Est-ce qu'on ne serait pas paniqué lorsqu'on a la toux à la maison et que quelqu'un commence par tousser et qu'on dise encore que peut-être c'est le coronavirus, et lorsque ces personnes-là vont s'avancer vers vous, quel traitement adéquat pourrait leur faire et ne pas les mélanger par exemple avec ceux qui sont atteints du coronavirus? Merci. Autre préoccupation, Alérou Tchakala? Oui, moi, ma préoccupation, elle a été toujours la même. Et, professeur, est-ce que le pire est à craindre dans les jours à venir chez nous? Parce que
Vous avez fait cas de la réouverture des frontières, l'aéroport bientôt. Maintenant, les cultes aussi, et ça va reprendre. Maintenant, est-ce que le pire n'est pas à craindre? Est-ce que disposez-vous suffisamment d'infrastructures pour faire face à ce pire s'il arrivait? Merci. Je rappelle que hier à 20h, j'ai écouté sur la TVT que le Togo était à 720 contaminations. Beaucoup de guéris quand même, il y avait 192 cas en traitement. Didier Assogba, aussi une question? Non, le doyen Djakouti a pris ma question. Donc, très bien, professeur. Alors, merci beaucoup pour ces questions, ce qui dénote de l'intérêt du sujet. Je savais que c'est une préoccupation de tout le monde. Alors, la première question, est-ce qu'on est si satisfait de ce qui est fait au point de ne pas réclamer? Non, on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'efforts ont été faits, mais il reste des choses à améliorer. On était à une réunion de haut niveau la fois dernière, on a eu à le dire. Les problèmes, les difficultés, ce n'est pas sur les chaînes qu'il faut venir les dire. Mais ceux qui nous écoutent et nos autorités savent qu'on les exprime. C'est vrai que c'est une lutte qui nécessite beaucoup de moyens et beaucoup d'engagement. C'est ce que nous essayons de faire comprendre. Est-ce que je peux en dire plus? Sinon, les problèmes qui sont là, on les partage. Par exemple, je vais quand même donner ce détail. Depuis le début, l'État prend tout en charge. Tout. Vous êtes malade, venez, on prend tout en charge. La question, est-ce qu'on pourra continuer? Il nous est arrivé, par exemple, d'avoir un malade qui a besoin d'un médicament dont on ne dispose pas au centre. On fait quoi? Cette question-là, on l'a posée aux autorités. On va tendre vers la prescription de ces médicaments à ceux qui en ont besoin si on ne les a pas à tout moment. Est-ce qu'on pourra les avoir à tout moment? Il en est de même pour certaines analyses. Ce n'est pas tout qui était prévu dans les détails. Il y a des cas où des choses qui étaient prévues ne suffisent pas. Et donc, est-ce que dans ces cas précis, si on n'a pas les moyens disponibles au moment T, on en a besoin, est-ce qu'on ne va pas demander que les malades participent? Il faut qu'on clarifie ça là à la population pour que ce ne soit pas les soignants qui décident derrière. Ça, c'est un problème. Et évidemment, il y a des cas actuellement où on est obligé de demander aux malades. Donc, est-ce que l'État peut faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui? C'est le point d'interrogation. Nous, on aimerait que quand un malade a besoin d'un soin, qu'on puisse le lui donner. Mais il faut en avoir les moyens. C'est un cas, par exemple. Ça, on a discuté ouvertement avec les autorités. Il y a bien d'autres choses qu'on ne va pas dire ici. Mais ce n'est pas vraiment le lieu d'en parler. La preuve, vous ne pourrez rien me donner, sauf si vous êtes prêts à nous acheter des choses. Moi, je suis d'accord pour vous en parler. Merci, professeur. Mais s'il y a des besoins, s'il y a des bonnes volontés, ils peuvent s'exprimer, se faire voir comme cela. Ils peuvent porter un appui à ce que le gouvernement ou les autorités sont en train déjà de faire. Est-ce qu'on doit multiplier les centres de traitement? À mon avis, non. Les centres de traitement en tant que tels, les multiplier, ce n'est pas ça la solution. On peut revoir notre stratégie. La question, est-ce qu'on va hospitaliser tout le monde? Ceux qui n'ont aucun signe, est-ce que ça vaut la peine de les garder? Quand on va arriver à un nombre important de malades, est-ce que ça vaut la peine de les garder tous là, ou bien est-ce qu'il faut mettre en place un dispositif d'hospitalisation à domicile où les gens sont gardés chez eux avec des restrictions? Le problème, c'est que les gens se retrouvent dans la circulation, ils font n'importe quoi, ils vont contaminer d'autres personnes. Mais on est en train de réfléchir à cette stratégie. Mais multiplier les centres, on en a déjà prévu, il y a, disons, 2 qui sont fonctionnels à Lomé. Il y a un 3e en réserve qui peut éventuellement être mis en service si besoin y a. Et maintenant,
ce qui nous préoccupe, c'est qu'au niveau de chaque région, au niveau de l'intérieur du pays, qu'on ait des centres bien fonctionnels, et c'est ce qui sera beaucoup plus nécessaire, du moins pour le moment. Et oui, on va rentrer, on est même déjà dans la période où on tousse fréquemment. Hein. Aujourd'hui, vous toussez, vous arrivez à l'hôpital, nous avons l'obligation de faire un test avant de continuer. C'est comme ça aujourd'hui. Vous faites une fièvre où on ne sait pas d'où ça vient, vous arrivez à l'hôpital, on va vous tester pour Covid-19 avant de continuer les soins. C'est comme ça les stratégies aujourd'hui. Et donc, une fois qu'on fait la part des choses et qu'on sait que ce n'est pas Covid-19, on est plus tranquille pour enclencher le reste des explorations pour savoir ce qu'il en est exactement et vous donner le soin qu'il faut. Alors, est-ce que le pire est à craindre? Nous, on dit qu'on n'est pas encore sorti des difficultés. On s'inquiète véritablement et je ne dirais pas le pire à craindre, mais c'est préoccupant. Comme je l'ai dit, on sait et on est convaincu qu'on va avoir plus de cas, un nombre plus élevé le nombre de contaminations nettement journalier, le nombre de cas journaliers beaucoup plus élevé que ce qu'on a actuellement. Ça, on s'attend à cela. On prie Dieu qu'il n'y ait pas trop de cas graves et que le rythme qu'on a actuellement de guérison, qu'on puisse continuer par l'avoir. Merci professeur. Eh bien, le pic n'est pas encore atteint. Beaucoup encore plus de vigilance, de prudence. Absolument. Or, le projet l'a dit, le professeur a cité, a paraphrasé le gouvernement qui s'apprête à ouvrir les frontières incessamment, tout comme les lieux de culte qui vont commencer à être ouverts à partir de la fin de la semaine. Or, nous apprenons depuis hier que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, est annoncé en visite de travail au Gabon. Ce qui inspire Liberté a écrit « Visite annoncée au Gabon, Faure Gnassingbé viole l'état d'urgence sanitaire ». Ça, c'est diplomatie, on n'en parle pas ici. Mais revenons à la réouverture partielle et progressive des lieux de culte à partir de vendredi prochain. Des congrégations commencent déjà à publier la liste des paroisses et mosquées qui vont être ouvertes. Mais le confrère, le Tonnerre, trouve gestion de la crise sanitaire des efforts louables, mais qui contrastent avec des décisions controversées. Pour le Tonnerre de Théo Niamsa, les lieux de culte qui vont progressivement ouvrir leurs portes au grand bonheur des fidèles et des pasteurs, mais qui ont plus ou moins forcé la main au gouvernement dans ce sens. Il y a une semaine, nous faisions ce débat qui revient aujourd'hui. Jacques Djabouti, quelque part, vous êtes un peu content que, à partir de vendredi prochain, les lieux de culte et les centres de prière vont être progressivement ouverts. Tu as bien fait de me mettre en face avec Kakala. Non, je crois que c'est une très bonne chose, mais il faut quand même féliciter le gouvernement par rapport à la décision sage, parce que le gouvernement n'a pas pris le risque d'ouvrir toutes les églises. Je crois qu'ils veulent faire un test par rapport à certaines paroisses. Et vous avez vu qu'une église par préfecture et par région, je crois que c'est pour faire un test pour voir ce que cela peut donner. Je voudrais profiter de l'occasion ici pour demander aux uns aux autres de pouvoir se patienter. Ils n'ont qu'à être calmes par rapport à la situation, parce que nous avons vu dans les états-majors de certaines églises, ça bouillonne, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi il faut autoriser d'autres et ne pas autoriser certains également à pouvoir ouvrir. Mais je crois que nous devons être prudents par rapport à ce qui se passe. L'État peut faire un test et voir ce qui va se passer. Donc je crois que c'est tout juste un mois de test, mais là où j'ai peur par rapport à la situation, c'est que les églises qui sont autorisées à ouvrir, nous avons appris qu'il faut adjoindre à ces églises-là les récépissés. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que le ministère de l'administration territoriale veut faire encore avec ces récépissés? Donc c'est ça là où j'ai peur par rapport à la situation. Donc, je crois que si c'est pour ouvrir les églises progressivement,
Attendons-nous à ce que le gouvernement a voulu faire et voir également comment les églises vont s'y prendre par rapport à la situation. Donc je crois que ça commence déjà vendredi avec les musulmans et déjà dimanche avec les autres confessions. C'est vrai que certains ont demandé à ce que l'État puisse ouvrir en même temps toutes les églises, mais je crois que allons étape par étape, soyons prudents par rapport à ce que l'État a fait, et nous verrons à la suite les conclusions par rapport aux églises qui ont ouvert. Merci. Les lieux de culte de prière vont être partiellement et progressivement ouverts à partir du vendredi, mais avec des restrictions, les mesures d'ordre sanitaire, de discipline dans les églises. Mais j'ai écouté même un communiqué officiel qui dit que les célébrations de nuit ne sont pas encore autorisées. Il va falloir que les fidèles arrivent à prouver que le gouvernement ne se trompe pas en ouvrant les lieux de culte. Oui, vous savez, la plupart des hommes de Dieu se sont plaints par tous les canaux possibles, taxant même le gouvernement d'antichrist. Vous savez, la question, elle est très délicate. On peut tout faire, tout comme l'ouverture des frontières, l'ouverture des écoles, universités, l'ouverture des lieux de culte augmentera nécessairement le taux de contamination. C'est le risque. Le risque du taux de contamination. C'est pas vrai. L'ouverture d'un lieu de culte. Oui. Non, mais non. je ne sais pas quel miracle vous ferez. Non. Je suis croyant, je suis chrétien. Je n'irai pas sur le banc de l'église où on s'asseyait à 10. On peut s'asseoir. Le professeur venait de l'expliquer. On va s'asseoir peut-être à 5 ou à 6 avec un asymptomatique au milieu de nous, ne sachant pas, même s'il y a un thermoflash à l'entrée, ça veut dire que la personne ne sera pas identifiée comme porteur de virus. Mais je ne sais pas quel miracle on fera. Moi, je pense que le doyen Jacques venait de parler d'une ouverture pilote. J'aurais souhaité même que la liste des paroisses, des églises et des mosquées qui seront autorisées à commencer les prières, cette liste-là soit encore réduite. Notre santé en dépend. Je ne suis pas sûr que le gouvernement soit contre l'ouverture des lieux de culte, mais c'est des mesures de prudence. Si cette reprise pilote doit être plus stricte et plus sérieuse, je pense même qu'il faut réduire la liste. C'est pour notre bien. Mais si les gens, pour des raisons, pensent que le gouvernement est antichrist, à mon humble avis, d'une façon objective, moi je ne crois pas en cela. Parce que si demain on ouvre une église et on dit qu'il y a une seule contamination, ça est un test positif dans une église, vous imaginez la... Nous risquerions de procéder à un rétropédalage à Tchakala. Vous êtes assez, je ne dirais pas pessimiste, mais assez circonspect sur l'éventualité de rouvrir les lieux de culte. Non, je reste droit dans mes bottes, je suis ferme. Moi, je ne vois aucune urgence à ce que ces lieux de culte-là soient de sitôt réouverts. Et vous savez, la santé n'a pas de prix. Nous tous, nous sommes des croyants. Chacun croit en un Dieu. Et c'est les mêmes qui, tout le temps, nous ont rassuré que même sur son lit d'hôpital, dans son champ, sur un terrain de guerre, on peut adresser ses prières à Dieu. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui nous disent qu'il y a urgence à ce que les lieux de culte soient rouverts. Moi, je ne vois pas l'urgence. On a forcé la main au gouvernement. Malheureusement, le gouvernement aussi s'est laissé un peu intimider par ces appels aux réouvertures, ces appels incessants que certains hommes de Dieu ont lancés. Moi, je dis que ça craint fort. Moi, je suis musulman et je sais ce que c'est que faire la prière chez nous. Il ne faut pas d'espace entre les fidèles qui s'alignent pour les prières. C'est que ça fausse même la nature même de la prière que nous faisons. Maintenant, s'il faut établir des mesures de distanciation, s'il faut prendre en compte certaines dispositions, certaines mesures. Maintenant, qui seront autorisés à aller prier à l'intérieur? Comment est-ce que la sélection des fidèles se fera? Et au-delà de ça,
est-ce qu'on pourra contenir la vague de ceux qui viendront dans les alentours de ces lieux de culte-là? Prier, c'est une autre équation. Je crois que le gouvernement s'est trop laissé aller, s'est trop laissé intimider par certaines incantations que je pouvais qualifier de stériles. Merci. Je crois savoir que les leaders religieux se sont entendus avec le ministère, le gouvernement, sur certaines mesures. Bon, le gouvernement fait sa part en procédant à la réouverture. Maintenant, il revient aux responsables des lieux de culte de montrer, comme je le disais, que le gouvernement ne s'est pas trompé en profitant de la réouverture. Non, mais après, moi, je ne comprends pas les inquiétudes de mes confrères d'en face. Non, on parle de ce que tu ressens. On parle de ce que tu ressens, c'est tout. Je ne comprends pas leur inquiétude en ce sens que ils parlent des lieux de culte comme si c'était... de contamination. Non, oui, j'ai entendu depuis le début ce mot. Les lieux de culte vont devenir les foyers de contamination et toute autre chose. Mais je vous donne l'exemple du grand marché de Lomé. Vous ne pouvez pas faire un tour au grand marché de Lomé tout à l'heure, là, vous rentrez là-bas, et vous ne touchez personne, et vous ne touchez même pas des gens qui ne portent ni masque, qui ne prennent aucune mesure, qui ne respectent rien des mesures barrières, mais qui circulent dans le marché là-bas. Vous allez les rencontrer, vous allez même les toucher, vous les frôler, vous allez même acheter chez eux, ou ils viennent acheter chez vous. Vous parlez, vous dites tout ce que vous voulez, mais depuis, le grand marché de Lomé n'a pas été un foyer de contamination, à ce que je sache. Donc, quand même, j'avais dit... officiellement, les contaminés qu'on enregistre, ils viennent... S'il vous plaît, Didier, vous écoutiez quand vous parliez. Écoutez, jusqu'à preuve de contraire, le professeur est là pour nous situer dessus. Les pics qu'on a eus proviennent des cas voyageurs. On nous liste généralement là où on découvre les cas. On dit les voyageurs, les contacts et les cas suspects. Et donc on ne sait pas, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas encore eu 100 qui sont contaminés au grand marché de Lomé un seul jour ou 2 jours. Mais on parle des lieux de culte, des lieux où il y a quand même des mesures qui sont prises. Même avant l'histoire de Covid, les lieux de culte... je ne sais pas beaucoup pour les mosquées, mais je connais au moins les dispositions dans les églises. Aujourd'hui, les églises, la plupart, dans les églises, c'est pas les bancs, sur les bancs qu'on s'assoit, mais il y a au moins un siège pour chaque individu. Et on dit de pratiquer... Ailleurs, il y a des bancs. Hein. Oui, non, ailleurs, il y a des bancs, mais les gens ne se collent pas non plus. Oui. Les gens ne se collent pas. Même là où il y a des bancs, vous allez à l'église catholique, ils tout pas, les gens s'asseyent, mais ils se collent pas autant. Donc, aujourd'hui, on dit de prendre des mesures. Et les mesures ont été définies ensemble avec le gouvernement. Et un certain nombre de fidèles ont été définis pour chaque séance de culte. Et donc, à mon sens, je ne vois pas où est l'inquiétude dans ce sens. J'avais déjà dit dans ce studio le lundi dernier que ceux qui vont à l'église sont des gens assez responsables, qui vont certaines fois avec leur famille, et je ne vois pas un homme responsable qui va à l'église ou qui va prier avec ses enfants, avec sa femme, qui les laisserait se donner à... Merci. Pour emprunter le terme au professeur Adjo, les croyants ne seraient quand même pas des kamikazes qui choisiraient d'aller se faire contaminer librement. Eh bien, comme c'est Dieu, le Saint-Esprit pour les chrétiens, et vous dites quoi, les musulmans? L'Esprit Saint aussi. L'Esprit Saint, eh bien que l'Esprit Saint nous inspire. Ça, s'il te plaît. Oui. Pour ajouter à ce que le confrère venait de dire, quand on parle par exemple des marchés, on parle par exemple du port autonome de Lomé. La plupart des chrétiens travaillent au port. La plupart des fidèles travaillent au marché. Et c'est les mêmes qui vont se retrouver à l'église. Donc dire que, par exemple, il y aura par exemple une contamination, vous savez, prenez les dispositions. Je ne sais pas si Tchakala et le confrère Uriel, vous avez eu l'occasion de lire par exemple ce que le gouvernement a sorti par rapport aux dispositions pour ouvrir les églises. Si vous n'avez pas eu le temps de le lire, il faut le lire. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple les bancs, quand vous allez à l'église catholique, vous allez à l'église protestante, il y a par exemple sur un banc, il y avait par exemple 5 personnes. Mais le gouvernement a pris les décisions
que par rapport à 5, on se retrouve maintenant à 3. Vous voyez, donc c'est des dispositions. J'ai posé un problème. Le tri des fidèles. Comment est-ce que ça se fera? Attends, s'il te plaît. Le choix même des églises. Il y a un autre problème. Mais quand vous prenez certaines églises, les églises, il y a des fidèles qui ont des carnets. Il y a des carnets de membres. On a pris par exemple, parce que le gouvernement a parlé de 30, d'autres 50, ils ont pris les carnets, ils ont listé. C'est-à-dire que quand on prend les carnets des membres, de 1 jusqu'à 50, vous savez que ce dimanche, c'est vous qui venez. Le second truc donc je crois que c'est organisé. C'est vrai que le début de toute chose est difficile, justement. Et il en a été ainsi pour la réouverture des écoles. Mais voilà. Un peu d'indulgence à l'endroit des autorités, des leaders des églises et des mosquées, que cette réouverture... Il faut faire confiance aux gens responsables. C'est tout. Et il nous reste juste 6 minutes. Mais il y a quand même des sujets importants, je voudrais qu'on les aborde. Ça aussi, c'est important. Je ne dis pas le contraire. Oui, non, tu dis que c'est un sujet important. Vous n'allez pas interrompre. Merci. L'information qui s'est depuis le week-end dernier, que M. Fabrice Adjakli se prépare à porter plainte contre le journal L'Alternative suite à l'évocation de cette affaire de pétrole gate. Alors, je suis sur les réseaux, beaucoup de réactions, dont Ferdinand Haïté, le directeur de publication de l'Alternative, qui se dit il est tout serein et que beaucoup de choses risquent de sortir quand les deux parties seront au tribunal. Voilà, c'est juste une dépêche. Aléro, juste pour un petit commentaire. Non, je pense que c'est la provocation de trop. Il y a déjà des meurtrissures et on vient encore mettre... Non, Adjakli dit que son honneur est bafoué, il est l'objet d'une diffamation. Mais ceux qui lui ont donné le confrère Alternative, c'est pas la première fois qu'il sort de tel dossier. C'est un travail de recherche qui a été fait, c'est un travail méticuleux qui a été fait. Maintenant, ceux qui conseillent au sieur Adjakli, Fabrice de porter plainte, je crois que ces gens-là sont en train de le précipiter dans le gouffre, il va s'embourber et je crois qu'il ne pourra pas sortir. C'est un dossier qui va être très 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 chaud et d'autres révélations risquent quand même de finir par emporter le petit honneur et la petite dignité qu'il Eh bien, ce n'est que l'ordre normal des choses. Un journal qui sort une information, le mis en cause estime qu'il est diffamé, il s'apprête à aller à la justice. Eh bien, Jacques Jakouti, nous serons heureux d'avoir les deux parties, et le confrère L'Alternative et la famille Adjakli, et nous saurons qui ment dans le compte de qui. Non, je crois que, Tchakala, il ne faut pas que cela t'étonne, parce que vous savez que le dossier Adjakli, c'est un dossier juteux. Donc, si les avocats même peuvent aller demander à Adjakli de porter plainte, c'est un dossier vraiment juteux. Donc, c'est là que cela ne vous étonne pas qu'il puisse porter plainte, parce que ce que nous savons, le fils n'est pas au pays, mais on a appris qu'il a déposé plainte. Donc, il faut aller voir comment les choses sont passées jusqu'à ce qu'on ne dépose plainte. Donc, c'est un dossier juteux. Les avocats vont manger, donc il faut s'attendre effectivement à ça. Merci. Comme le contrat dit c'est que la vérité triomphe et s'impose à tous. Autre dépêche, c'est l'enquête sur la mort du colonel Madjoulba, dont nous apprenons ces derniers temps que le Togo aurait demandé l'expertise de la France, qu'un certain nombre de signes et de matériel sont déjà envoyés, et la France va nous aider avec sa balistique à nous situer sur l'origine de la balle qui a été la cause de la mort du colonel Madjoulba. Didier Assoba? Oui, on apprend que 75 pistolets et leurs cartouches ont été donc saisis et envoyés en France fin juin, convoyés en France fin juin par le frère aîné même de la victime, l'autre colonel, Madjoulba, qui est l'ambassadeur du Togo auprès de la France. Voilà. Seulement, c'est un rôle inconfortable. Oui, donc, imaginez quel aurait été son sentiment ou ses sentiments en jouant ce rôle, mais il avait quand même la responsabilité de le faire parce qu'il se trouvait être l'ambassadeur du Togo en France. Donc, ceux-là ont été remis à la justice française
qui doit maintenant déterminer l'origine de cette balle-là. Les hypothèses sont nombreuses. On savait que cette enquête, ça va être assez difficile, sachant que ceux qui ont joué le coup, pour la plupart de ceux qui ont vu à peu près et le corps et les circonstances qui ont été déterminées après, les gens ont tiré rapidement la conclusion en disant que c'est l'œuvre des professionnels, et des professionnels qui ont tiré à bout portant. Aujourd'hui, la France va nous aider à y arriver. Dommage qu'on n'ait pas les structures nous-mêmes pour faire tout ça. Mais ça en vaut la peine si ça peut prendre le temps que ça prendra et qu'on arrive à mettre la main sur les criminels. On dira merci. Dieu merci. Donc un ensemble de 75 pistolets et leurs cartouches qui auraient été ramassés dans l'entourage immédiat de Madjoulba. Espérons que l'expertise française nous situe sur l'origine de la balle qui a causé la mort du colonel Madjoulba. On va finir avec cette information qui porte sur la route. Nous avons dit que la route développement commence par le développement de la route. C'est ce que Méga Info nous rappelle avec votre titre à la une. Mise en œuvre du PND en milieu rural. De gros chantiers attendus pour le désenclavement des zones assez difficiles. On en parlait dernièrement. Le gouvernement qui ambitionne de construire jusqu'à 4000 km de pistes rurales et 400 km de routes bitumées dans les 5 ans. Beaucoup de courage. Et en même temps, le journal Le Correcteur nous transporte sur le plateau de Dagny avec cet article. Laissé à l'abandon, la route de Dagny en perpétuelle dégradation, bientôt pratiquement impraticable. Peut-être Uriel Aignan que le gouvernement va insérer la route de Dagny dans cet ambitieux programme. Est-ce que la route de... Bon, c'est mon souhait, mais cette route, apparemment, elle était bitumée. Il y a déjà plus de 40 ans. Voilà, donc, à mon avis, elle ne fait pas partie des pistes rurales. On parle de pistes rurales, par exemple, quand tu... Oui, 400 km. Quand tu quittes, par exemple, Pagoda pour aller à Bouffalé, de Bouffalé à Sotoba. Donc, ça, c'est une piste rurale. C'est une piste rurale. C'est une très bonne nouvelle, mais sauf qu'il faut que le gouvernement se mette à l'œuvre. Merci. Faute de temps, on n'aura pas revenir sur ce qui se passe au sein de la dynamique Podro ou encore l'affaire du sextape, mais ce sera demain avec d'autres confrères. D'ici là, il est 12h01. Nous soufflons un peu et nous ouvrons sur les auditeurs. Eh bien, nous sommes de retour au studio ici pour nous brancher directement sur vous. Le 22 21 33 114, le 22 20 19 68. Et à votre écoute, le professeur Adjo et les confrères Alirou, Uriel, Didier et Jacques Jacouti. Le premier auditeur en ligne, Monsieur Larson, bonjour. Bonjour, Monsieur Sass. Oui. Bonjour le plateau. Merci à vous, allez-y. J'aimerais intervenir par rapport à la réouverture des églises et des frontières. Moi, en tant que citoyen togolais, je ne suis pas d'accord à la réouverture des églises. Tout simplement parce que j'ai fait le constat au niveau du Bénin. Il y avait une réouverture des églises là-bas depuis très longtemps, mais le cas de contamination a augmenté. Donc, moi, je proposerais que chacun prie à la maison, ainsi que la réouverture des frontières. J'ai dit non. Bonne journée, M. Sass. Merci. Nous apprenons également qu'il y a des jets privés qui atterriraient à l'aéroport de Lomé et que les gens ne feraient pas l'objet de confinement. Professeur Adjo, notez cette préoccupation et j'espère que le gouvernement va faire en sorte que tous ceux qui vont arriver dans le pays passent par les couloirs de sécurisation. L'auditeur suivant, Monsieur Akadjao, Patrick, bonjour. Bonjour, ça. Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Non, j'ai deux préoccupations. D'abord, je tiens à féliciter le gouvernement pour avoir prendre la mesure en invitant l'enquête française sur l'assassinat du colonel. Parce que quand ils ont su que au Togo ça n'a pas marché, ils ont fait recours à la France. C'est déjà salutaire. Oui. Donc je tiens à les féliciter pour cela. Merci. Donc en ce qui concerne l'affaire Petrogate, je pense que c'est toute la population qui sera mobilisée derrière l'alternative Ferdinand Haïté, parce que si ceux-là, ils disent
qu'ils ne sont pas d'accord, quel qu'en soit le cas. Si ça en Chine d'ailleurs, celui-là seront à la pendaison. S'il vous plaît, nous serons mobilisés derrière cette finalité. Et puis, il n'y a plus de peine de mort au Togo, s'il vous plaît. Non, je ne refuse pas, mais il faut. Moi, je préfère qu'il y ait des sanctions économiques que des sanctions politiques. Ça, si on enferme quelqu'un pour des crimes, pour des crimes économiques, je suis d'accord. Mais des crimes politiques, bon, moi, je ne suis pas trop partant pour là. Merci, parce que lorsque l'économie est florissante, c'est la population qui est dans la joie. Merci. Je disais tantôt, le confrère L'Alternative se dit vraiment serein. Et puis la justice a besoin de calme pour nous situer. La justice n'aime pas beaucoup le bruit. Nous serons tous avec le confrère L'Alternative, mais que la justice puisse vraiment se décider en toute sérénité. Monsieur Maglo, bonjour. Essas, bonjour. Oui. Comment vous vous portez bien là-bas? Comme vous nous écoutez, monsieur Maglo. Ok. Et je voudrais intervenir par rapport à la poursuite de l'enquête sur la mort de... Vraiment, Chade, que nous avons perdu notre ami, monsieur Maglo. Est-ce que c'est lui qui revient ou bien quelqu'un d'autre? Bonjour. Bonjour. Bonjour, oui. Bonjour le plateau. C'est monsieur Ben. Oui. Ok, nous vous écoutons. J'aimerais intervenir sur le cas de la Covid, ou bien de la réouverture des églises. Je joins d'un côté M. Tchakala pour sa exposition. Mais voyez, nous sommes des croyants. Et la popularité qui s'engage, qui est à Lomé, ou bien par rapport aux entourages de ces églises ouvertes. Donc la popularité, est-ce que ce serait possible? Popularité ou bien plutôt le grand nombre de populations? Le grand nombre de popularités qui espèrent à la rouverture des églises. Oui. Si c'est quoi les églises choisies et les gens voulaient quitter quelque part pour aller, il n'y aura pas d'encombrement pour que cela puisse encore s'aggraver la situation de la Covid. Merci. Donc cette préoccupation, au mieux en un certain de laisser ouvertes toutes les églises et que ça contenait les peu de popularité que les quartiers ou bien les endroits ont. Okay. Mais s'il fallait que ouvrir des églises dans certains cas et que d'autres vont quitter vers Agoué pour aller, il n'y aura plus de beaucoup de nombre. Merci. Peut-être que la solution, selon notre avis, c'est ouvrir carrément toutes les églises. Uriel et Nyang et Tchakala apprécieront si le gouvernement ouvrait toutes les églises, toutes les mosquées. Monsieur Harris, bonjour. Serge. Oui. Je salue tout le plateau. Nous vous saluons aussi. Permettez-moi de regarder un peu dans l'autoviseur. Je ne sais pas si vous avez évoqué le sujet de ce qui s'est passé dans nos établissements. On n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui. Mais monsieur Serge, je crois que ce sujet est un sujet un peu sensible qui ne doit pas si vite quitter vos plateaux là-bas. Parce que vous n'êtes pas sans savoir combien de fois le sujet de coronavirus est revenu sur vos plateaux là-bas. Alors que ce qui se passe aujourd'hui dans l'établissement est pire. C'est le frère aîné de Covid-19. Donc je crois que, si vous me le permettez, je vais y aller. Okay, vous y êtes déjà, allez-y rapidement. Et je crois que je reviens sur ce sujet. Quand la connexion manque dans quelques secondes, je crois que vous savez bien ce qui se passe. C'est que tout le monde en parle. Vous voyez, aujourd'hui qu'il y a suffisamment cette connexion-là, vous voyez ce qu'il en fait avec ses élèves. Donc, je crois qu'on doit sévèrement punir ces élèves qui n'ont pas. Chade, notre ami est parti. Nous avons retenu le sujet, mais il y a eu plus important. Il y avait la santé, il y avait Dieu. Mais nous allons revenir là-dessus demain, pourquoi pas. Un autre auditeur déjà en ligne. Nous vous prions de rester dans les sujets débattus aujourd'hui. L'ami Daniel, bonjour. Allô, qui est en ligne là, s'il vous plaît? Patrick, oui. Bonjour, ça. Bonjour. Et bonjour le plateau. Allez-y directement, s'il vous plaît. Voilà. Je voulais revenir sur la réouverture de l'église là. Moi, je serais pour, si au cours de la messe ou les vendredis à la mosquée, quand l'imam va prononcer le mot, c'est-à-dire
pour dire Allah Akbar que les fidèles se taisent. Ou bien à l'église, quand le prêtre va dire 2 minutes sur discours, que les fidèles aussi se taisent. Parce que, et ça serait un peu impossible aussi, il n'y aura pas une église sans louange. Il n'y aura pas une église sans l'adoration. Donc tout ça là, c'est un foyer de contamination. Donc vraiment, nous allons faire attention parce que le Togo est apprécié dans la sous-région. Mais au même moment, si nous sommes devenus le premier pays plus contaminé, ça serait un peu dommage pour notre pays. Merci. Secondo, oui. Parlant de l'enquête là, concernant la mort. La mort du colonel Majulba. Voilà. C'est bien, un auditeur vient de le dire, c'est très bon. Mais moi je me demande, la France, toujours on fait recours à la France. Mais jusqu'à quand? Regardez, je prends l'exemple du Rwanda. Mais la dernière fois, depuis 10 ans, ils ont commencé une enquête concernant le génocide. Mais à la fin, qu'est-ce qui en est sorti? Kagame est toujours là. Les coupables ne sont pas dénoncés. L'enquête n'est pas... Merci. Restons dans l'enquête sur la mort du colonel Majulba. Merci, l'ami. Nous prenons maintenant M. Zourkenine. Oui, alors bonjour, Saf. Oui. Ça peut intervenir là suite à l'affaire de Ferdinandité. Oui. D'abord, dans un premier temps, il faudrait qu'on lui dise le courage. Et je sais qu'il va gagner le procès. Mais seulement que, comme nous sommes au Togo, la sentence sera celle-ci. L'affaire sera mise sous contrôle judiciaire. Et comme ça, c'est-à-dire nous parlons pour cette affaire, comme on l'a fait à M. Agbomé. Vous prenez la sentence déjà, c'est ça. Bon, pour le deuxième cas, concernant la pornographie des élèves, la milieu scolaire, si les gens ne sont pas capables de prendre des décisions, qu'ils laissent. Qu'est-ce qui se passe avec la technique? C'est pas agréable que nous perdions comme ça des auditeurs en pleine conversation. Maintenant, on prend M. Koulani. Allô, bonjour, ça. Oui, bonjour, Koulani. Oui, non, tout juste pour parler de notre colonel qui est décédé. Et qu'on dit que la France ici va donner un résultat. C'est pour brouiller les pistes, hein. Si c'est la France, c'est pour nous brouiller des pistes. Nous, on n'a pas confiance à ces gens-là. Nous savons bien, les gens qui ont envoyé ça savent bien celui qui a tué ce colonel. Ne perdons pas le temps. Maintenant, pour ce qui concerne les églises, ça vraiment, je ne sais pas si réellement on a des gouvernants. Et on veut choisir Dieu ou bien comment. Prenons le jour de vendredi. On va compter le nombre de fidèles et on va dire, vous là, retournez à la maison. Ou bien le jour de culte au niveau des catholiques là. On va dire tel nombre, vous rentrez, les autres vont à la maison. Non, mes amis, il faut pas gérer un pays comme ça. C'est de n'importe quoi. Ou que vous ouvrez des églises sur toute l'étendue du territoire, ou bien vous les permettez. Mais il ne faut pas qu'on se trompe là. Moi, cette décision-là, je ne sais pas, le ministre dit on va commencer avec certaines personnes, si ça va mieux, on va continuer. Si ça va aller où mieux? Non, il faut qu'ils reprennent, ils revoient leur décision. Merci. Le débat reste ouvert avec des appréciations contradictoires. C'est ça la démocratie. L'ami Komi en ligne, bonjour. Allô? Oui, Komi, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Oui. Je tiens à féliciter le docteur et tout le corps médical qui met les moyens pour que nous soyons à l'abri des contaminations multiples. J'aimerais poser une question, bien deux questions à lui. Avant, on nous donnait le nombre des suspects. Aujourd'hui, on ne nous donne plus le nombre de cas suspects pour qu'on ait une idée sur les suspects exacts. Deuxième chose, ils voilent le nom des quartiers en parlant de district. Est-ce que dorénavant, il serait explicite pour vous dire c'est dans tel quartier, tel quartier. Maintenant, sur le fond du dossier Majulba ou bien les 500 milliards, moi j'aimerais interpeller nos gouvernements pour dire vous ne pouvez pas nous contourner en tant que peuple. Faisons les choses comme ça se doit. Si vous pensez que c'est rapporter l'affaire en France ou bien faire taire Ferdinand... Non, le gouvernement demande seulement, disons, l'enquête a demandé l'expertise de la France pour la balistique, pour situer, pour se prononcer sur les pistolets et leurs balles. C'est juste ça. Ça met la formation que nos militaires ont reçue en doute. C'est comme si on ne croit pas à notre sécurité ici. C'est-à-dire que nos militaires ont eu des formations je ne sais pas comment l'exprimer. Je veux partir avec cette information au ministère de l'Agriculture.
2019, il a lancé un concours en septembre 2019. Nous sommes en juillet 2020. On n'a pas les résultats. C'est quoi au juste? Merci. Le ministre Bataka sera apprécié. Mais nous prions de rester dans les sujets débattus au jour le jour. Monsieur Georges, bonjour. Bonjour, ça, oui. Bonjour le plateau. Oui. Une question et une préoccupation. La question concerne la réouverture des frontières. Oui. Pour ce qui concerne les frontières terrestres, comment est-ce que le confinement va se faire? Par exemple, quelqu'un qui viendra de l'aéroport, on a compris qu'il va être confiné, lui-même il doit payer quelque chose. Bon, pour ne pas aller trop dans les détails. Quelqu'un qui va venir du Bénin, du Ghana, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer un peu? Merci. Mon inquiétude va au niveau de la réouverture des églises. Je pense aussi qu'il faut ouvrir toutes les églises. Les églises sont gérables. C'est plus facile. Quand je compare une église à un marché, aller au grand marché, vous allez voir ce qui se passe. Merci. On a déjà fait cette comparaison. Exactement. On va finir avec monsieur c'est Agbagbo, mais Agbagbo. Monsieur Agbagbo. Il est parti. Eh bien, merci, on va s'arrêter là et maintenant les auditeurs, les invités, les confrères vont répondre aux préoccupations. Professeur Adjo, je crois 2 ou 3 questions vous ont été adressées. Bon, est-ce que c'est des questions? La première préoccupation porte sur le nombre de suspects qu'on ne communique plus. Je ne sais pas pourquoi on ne le communique plus, mais il se peut que c'est lié au fait qu'on n'a pas d'intérêt particulier. Avant, la maladie était une maladie importée. Et donc, on a intérêt à bien les documenter, à savoir qui vient, d'où, et pour pouvoir tracer. Maintenant, on sait que la maladie est partout dans le pays. Toutes nos préfectures, toutes les préfectures sont touchées. Et donc, cette hantise à cette traçabilité, on commence par la perdre. Et donc, je crois que c'est ça qui fait qu'on ne communique plus. Mais c'est des données qui existent. Hein. Donc, c'est juste leur pertinence, intérêt pour l'épidémiologie. C'est ça qui diminue, donc, qui fait qu'on ne le communique plus. Alors, les quartiers, c'est la même chose. Est-ce que ça vaut la peine de situer les quartiers avec précision pour tout le monde? La question est là. Nous-mêmes, quand on va chercher nos malades, quand un malade, on dépiste un malade ou on diagnostique un malade, on va le chercher. On fait attention pour que les autres du quartier ne sachent pas. Et donc, raison de plus pour... C'est notre conduite. On s'est rendu compte que les gens stigmatisent. On a vu, on a chassé les malades qui ont guéri de Covid, qui sont rentrés chez eux. Certains, on les a chassés. Les gens refusent de les saluer. Il y a des voisins qui refusent à leurs enfants d'approcher. Donc, ça devient difficile pour les malades. Et donc, si on peut les soigner, correctement, sans faire trop de bruit autour de leur domicile, autour de leur quartier, je ne vois pas vraiment le problème. Merci. Alors, pour les frontières, c'est une véritable casse-tête chinois pour tout le monde. Hein. Les frontières terrestres drainent un nombre impressionnant de gens. Si vous allez à la frontière Togo-Ghana, à côté ici, vous vous rendrez compte que c'est inimaginable de vouloir mettre en quarantaine tout ce monde-là qui traverse frontière. C'est compliqué. Les autorités y réfléchissent. Mais ce qu'il faut comprendre, ça va être une décision communautaire. Le Togo n'est pas seul. Les Togolais vont ailleurs, les autres viennent chez nous. Et il y a une concertation au niveau sous-régional pour décider de quelque chose qui est facilement applicable et qui n'aggrave pas non plus la tendance de l'épidémie. Et donc, mais très probablement, on n'ira pas dans la mise en quarantaine systématique de tout le monde. On réfléchit à d'autres solutions. Merci professeur, on va devoir s'arrêter là, sauf que
entre tous ceux qui nous viennent de l'extérieur par les frontières terrestres qu'on ne maîtrise pas toujours et nous-mêmes qui allons nous retrouver dans les mosquées, dans les églises où se situe beaucoup plus le risque? Vous n'y répondez pas. Par contre, Jacques Diakouti, 2 ou 3 auditeurs sont revenus sur l'expertise française qui est sollicitée dans l'enquête sur la mort de Madjoulba. Vous vous rappelez ce que les amis nous ont dit? Oui, donc, je crois que vous savez, par rapport à l'expertise, les résultats sont attendus pas moins de 3 mois, selon les indiscrétions. Et puis l'autre aspect, c'est que vous savez, il y avait l'aspect également des téléphones qui ont été également saisis au niveau du camp. Cela a été envoyé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il y a également une partie de l'enquête qui a été confiée également aux Ghanéens. Le Ghana également a fait d'autres analyses. Donc je crois que c'est la dernière qu'on a dû envoyer en France. Donc il faut s'attendre peut-être d'ici 2 ou 3 mois avant que les résultats ne parviennent au Togo. Parce qu'il faut reconnaître que selon les informations, le chef de l'État tient coûte que coûte à faire la lumière sur l'assassinat de ce colonel. Donc tous les moyens sont mis à la disposition pour que un résultat fiable puisse sortir par rapport à l'enquête. Alors, si les indiscrétions de Jacques sont vérifiées, ce n'est pas de sitôt qu'on aura un résultat, mais pendant ce temps, la dépouille de Madjoulba continue à gésir là-bas, à la morgue, alors que ses parents sont plutôt impatients de récupérer la dépouille de l'enterré. Mais non, il semble que... Uriel, bon, la dépouille ne me préoccupe pas tant, mais ce qui me préoccupe, c'est que comment on peut envoyer des éléments à l'extérieur pour trouver les résultats alors que les faits se sont produits ici. Quand vous suivez les enquêtes impossibles, vous rendez compte que c'est plus facile d'identifier les responsabilités sur les lieux que d'apporter les éléments ailleurs pour faire les tests d'ADN, médico-légal, tout ça. Justement, ce qu'on voit à la télé, les enquêtes impossibles requièrent beaucoup d'expertise et la preuve se fait malheureusement que nous n'avons pas toutes ces expertises chez nous ici. Oui, mais sur ce sujet, il semble que la famille officiellement n'a pas encore fait une demande de récupération de la dépouille. Bon, on sait que si et Doufelgou ont manifesté leur colère pour avoir perdu des fils, mais sauf que cette histoire-là semble être une façon de brouiller les pistes. Vraiment, mais on verra bien. On verra, la technique nous presse. Ok, rapidement pour vos cartons, très rapidement s'il vous plaît, la couleur de votre carton et à qui vous le destinez, Tchakala? Non, ma couleur, le carton de la couleur de mon carton est rouge sang, adressé à tous ces parents d'élèves qui ont manqué de charisme pour contenir leurs enfants. Merci. Ça commence par la maison d'abord. Merci Uriel. Je n'ai pas de carton, mais je pose une question au ministre de la Santé, comme il a un professeur avec nous ici. Du 6 mars 2020 à ce jour, nous avons enregistré 15 décès à partir du Covid-19. Est-ce que le ministre peut nous dire le nombre de décès qu'on a enregistrés de cette date à aujourd'hui à travers la mortalité maternelle et infantile? Eh bien, la question adressée au ministre, professeur Miji Awa Mustafa. Didier Assogba? Oui, moi je décerne un carton vert au gouvernement, et notamment au ministre Payado Aboukessi, pour avoir décidé d'ouvrir partiellement les églises. Carton vert, le ministre peut mieux faire d'ici la fin de la semaine que les autres églises. Jacques Diakouti? Je n'ai pas de carton, mais seulement inviter les populations à faire très attention parce qu'il y a trop d'arnaqueurs encore dans le pays. Faites très attention. À tous les niveaux. Merci. Il faut que les gens soient vigilants. Merci. Professeur Adja, vous comprenez tout l'intérêt que nous avons à recevoir dans ce studio par les questions des confrères et des auditeurs. Nous vous souhaitons une bonne carrière, mais aidez-nous rapidement à venir à bout de la funeste Covid-19. Nous sommes ensemble, le personnel de la santé fera sa part, mais il faut que la population, que vous nous aidiez à ce qu'on puisse mobiliser plus de gens pour que la vigilance
ne baisse pas pour qu'on soit toujours appliqué et discipliné. Merci, que la semaine nous soit fructueuse. Mais d'ici là, nous nous retrouvons demain mardi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.